Le 5 février 2026, le réseau électrique national de Cuba a connu une défaillance catastrophique qui a laissé Santiago de Cuba, la deuxième plus grande ville de l'île avec plus de 400 000 habitants sans électricité pendant 26 heures consécutives. Pendant les heures de pointe, 64% de l'ensemble de l'île a perdu l'électricité simultanément. La centrale électrique Antonio Guiterres, l'un des plus grands générateurs de Cuba, s'est arrêtée, éliminant 200 MW de capacité. Les analyses énergétiques de Capilla, qui suit les flux mondiaux de pétrole par satellite, ont déclaré fin janvier que Cuba pourrait fonctionner pendant 15 à 20 jours au niveau de consommation d'alors avec les réserves restantes. Ce délai est désormais expiré. Sans nouvelle livraison, Cuba ne fait pas face à des coupures de courant tournantes. Elle fait face à un effondrement total du réseau. L'absence d'électricité signifie l'absence de pompage d'eau, de réfrigération, d'équipements hospitaliers, de transport public et de systèmes de distribution de carburant. Le gouvernement cubain a mis en place une semaine de travail de 4 jours. Pour les employés de l'État, a réduit les sessions scolaires. À mi-temps, a restreint le transport interprovincial et a fermé les services publics non essentiels. Ces mesures visent à préserver le carburant pour les infrastructures critiques, les hôpitaux, la production alimentaire et le traitement de l'eau. Mais elles représentent également la reconnaissance du fait que Cuba ne peut pas maintenir des opérations normales au niveau actuel de disponibilité du pétrole. Les systèmes d'approvisionnement en eau de Cuba dépendent de l'énergie électrique pour le pompage et la purification. Lorsque le réseau tombe en panne, l'eau cesse de couler. La province d'Artemisa a signalé une réduction de 83% de la disponibilité de l'eau. La Havane a connu une réduction de 80%. Des millions de Cubains sont désormais confrontés à des pénuries simultanées de carburant et d'eau, incapables de cuisiner, de nettoyer ou de maintenir une hygiène de base. Le ministre cubain de la Santé publique, José Ángel Portal Miranda, a annoncé début février que les hôpitaux allaient réduire considérablement l'activité chirurgicale. La raison. Les procédures chirurgicales nécessitent une consommation d'électricité importante et des conditions de sécurité minimales que le réseau en cours d'effondrement ne peut garantir. Les chirurgies électives sont annulées. Les procédures d'urgence sont retardées. Les patients sont renvoyés chez eux pour se reposer sans traitement car les installations manquent de puissance pour fonctionner en toute sécurité. Les hôpitaux provinciaux signalent des pénuries de médicaments critiques, notamment des analgésiques, des antibiotiques et de la gaz. Certains établissements manquent des fontes d'électricité pour réfrigérer les médicaments essentiels, rendant inutilisables les médicaments sensibles à la température. Cuba connaît une triple épidémie, la dengue et le virus Oropouche avec 626 cas. Confirmé 76 cas de syndrome de Guillain-Barré, 25 cas d'encéphalite et la varicelle avec 38 938 cas. En une semaine début février, 33 personnes sont décédées de ces maladies, dont 20 et un mineur. Les hôpitaux manquent de réactifs, de diagnostic, de capacité de traitement et de l'électricité nécessaire pour entretenir l'équipement. L'entreprise d'État Medilip étend la production de sirop à base de plantes Origan eucalyptus aloe vera commercialisées comme traitement. Le régime présente cela comme une innovation. La réalité, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Les produits pharmaceutiques modernes nécessitent des importations qui exigent des devises étrangères que Cuba n'a pas, ou une production nationale nécessitant une électricité que Cuba ne peut générer. Lorsque les hôpitaux proposent des sirops à base de plantes au lieu d'antibiotiques, ce n'est pas un choix, c'est la seule option restante. Début février 2026. Les prix des denrées alimentaires à La Havane reflétaient une déconnexion totale par rapport aux salaires officiels. Les pommes de terre coûtaient 450 pesos la livre, les oignons 304,26. Les haricots 500 et la viande 1000. Un seul achat modeste de produits de base coûte 10 300 pesos. Pendant ce temps, les travailleurs étatiques moyens gagnent 6 300 pesos par mois. Les enseignants gagnent 5 495 pesos. Les travailleurs de la santé gagnent 6 562 pesos. Un médecin gagnant 4 500 pesos, environ 16 $, au taux de change informel, ne peut pas s'offrir de riz, de poulet ou de dentifrice avec un salaire mensuel. C'est ce que produit la pression maximale en pratique des hôpitaux sans électricité, des gens sans
des salaires qui ne peuvent peut-être pas acheter de nourriture, et une population qui a perdu 1 million de personnes par, par l'immigration depuis 2021. Cela représente 18% de la population totale fuyant en 5 ans. La catastrophe humanitaire est documentée. Maintenant, la question stratégique, le régime peut-il survivre à ce qui s'annonce? Et s'il ne le peut pas, que se passera-t-il ensuite? Le 5 février, le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que Cuba était disposé à engager un dialogue avec les États-Unis sur n'importe quel sujet, mais sans pression ni conditions préalables. Il a souligné que toute discussion devait se dérouler d'égal à égal dans le respect de la souveraineté de l'indépendance et de l'autodétermination sans ingérence dans les affaires intérieures. Cela présente Cuba comme ouverte à la négociation tout en traçant une ligne rouge. Le système politique, la constitution et la souveraineté ne sont pas négociables, quelle que soit la pression. Díaz-Canel a invoqué le slogan révolutionnaire « La patrie ou la mort, nous ne nous rendrons jamais », positionnant la crise comme un test de l'engagement révolutionnaire contre l'impérialisme. Il a fait référence aux 32 Cubains tués en combattant les forces américaines lors du raid au Venezuela le 3 janvier, présentant les actions américaines comme une agression militaire à laquelle Cuba doit résister à tout prix. Le président Trump a déclaré début février « Je pense que nous allons conclure un accord avec Cuba », affirmant que les États-Unis parlent aux plus hauts responsables de Cuba pour voir ce qui se passe. Le message de la Maison-Blanche suggère des négociations de fond imminentes, mais plusieurs rapports contredisent ce récit. Selon des informations basées sur les témoignages de 5 responsables cubains et américains ayant requis l'anonymat, l'accord que Trump prétend être proche de la conclusion ne fait l'objet d'aucune discussion diplomatique officielle de haut niveau. Les seuls contacts substantiels confirmés entre les responsables cubains et américains concernent des questions purement techniques. Les États-Unis informent Cuba de l'arrivée de vols de migrants expulsés et les responsables cubains en accusent réception. C'est tout. Il n'y a aucune négociation sur l'allègement des sanctions, les réformes politiques ou la résolution de la crise. Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré aux sources d'information que les affirmations de Trump concernant les discussions avec les plus hauts responsables de Cuba proviennent de la présentation erronée des relations bilatérales par le secrétaire d'État Marco Rubio. Il est suggéré que Rubio, qui poursuit le changement de régime à Cuba comme un objectif politique personnel depuis des décennies, pourrait délibérément empêcher de véritables négociations pour garantir l'échec diplomatique, faisant du changement de régime la seule voie possible pour une administration qui pourrait autrement préférer un accord permettant de sauver la face. Le régime dit qu'il ne négociera pas sous la pression. Washington envoie des signaux contradictoires sur sa volonté de voir un effondrement ou un accord. La Russie et la Chine promettent leur soutien, mais limitent les livraisons réelles. Le compte à rebours pétrolier se poursuit. Aucune de ces positions ne dit ce qui se passe réellement lorsque les réserves atteignent zéro. Cartographions les voies possibles car les 30 prochains jours détermineront dans quel avenir Cuba entrera. Le compte à rebours pétrolier crée une urgence, mais il ne détermine pas les résultats. Ce qui se passera ensuite dépendra des décisions prises à Washington, La Havane, Moscou, Pékin et Mexico, ainsi que de variables telles que la cohésion du régime, la tolérance du public à la souffrance et la volonté internationale de secourir Cuba ou de la regarder s'effondrer. Voici 5 scénarios, chacun fondé sur des preuves actuelles, aucun n'étant garanti. Premier scénario, ouverture partielle négociée. La Russie, la Chine et le Mexique stabilisent un approvisionnement minimal en pétrole de 30 000 à 40 000 barils par jour. Au total, juste assez pour empêcher l'effondrement total du réseau, mais pas assez pour restaurer un fonctionnement normal. Cela donne du temps pour les négociations. Face à une catastrophe humanitaire insupportable, Cuba accepte des réformes partielles, une libéralisation économique, la libération de prisonniers politiques et une distanciation de sa politique étrangère vis-à-vis de la Russie. En échange, l'administration Trump suspend les tarifs douaniers et autorise un allègement limité des sanctions suffisant pour importer du pétrole et des biens essentiels. Trump veut des gains qu'il peut présenter comme des victoires négociées. Un accord où Cuba fait des concessions symboliques et où Trump déclare « Le succès permet aux deux parties d'éviter une guerre totale. Le régime survit et Trump revendique un changement de régime sans invasion. » La crise humanitaire se stabilise. Cependant, les partisans de la ligne dure à Cuba considèrent toute concession comme une menace existentielle pour le système révolutionnaire. Les élites militaires pourraient refuser des réformes qui sapent leur contrôle économique.
Du côté américain, Rubio et les républicains du Congrès pourraient exiger un changement de régime et non une réforme rendant une ouverture partielle insuffisante pour lever la pression. Deuxième scénario, état de crise permanent. Le soutien international fournit juste assez pour empêcher une défaillance totale, mais pas assez pour restaurer un fonctionnement normal. La Russie envoie des cargaisons sporadiques, des approvisionnements de 20 jours tous les quelques mois. La Chine poursuit son aide symbolique. Le Mexique fournit des biens humanitaires mais pas de pétrole. Cuba survit indéfiniment à un niveau de subsistance. La crise devient une condition permanente. Les coupures de courant de 12 heures se poursuivent et la pénurie sévère se normalise. Les soins de santé se détériorent davantage, mais l'appareil de sécurité maintient le contrôle car la population manque d'organisation de ressources ou de capacité pour un soulèvement soutenu. Cuba a survécu à la période spéciale des années 1990 après l'effondrement soviétique lorsque le PIB a chuté de 35%, que le rationnement alimentaire s'est intensifié et que les coupures de courant sont devenues routinières. Le régime a tenu bon grâce à la répression à l'immigration qui a drainé les dissidents et à une éventuelle reprise partielle lorsque Chavez au Venezuela offert du pétrole. Cela pourrait être une période spéciale 2.0 d'une durée indéfinie car aucun sauveur équivalent n'existe. Cependant, la crise actuelle diffère de celle des années 1990 par son caractère global. Cuba fait face à un effondrement énergétique simultané, à une paralysie du tourisme et à un exode démographique de 1 million de personnes depuis 2020 et un sans sauveur plausible. Troisième scénario, fracture et transition du régime. Le pétrole vient à manquer complètement. Le réseau s'effondre entièrement pendant des jours ou des semaines. Les services échouent globalement. Le régime ne peut plus approvisionner même ses soutiens de base, les élites militaires, l'appareil de sécurité ou les fidèles du parti. Lorsque le régime ne peut plus nourrir, payer ou équiper ses propres forces de l'ordre, l'unité se brise. Des factions émergent l'une soutenant que les négociations avec les États-Unis représentent la survie, l'autre insistant sur une résistance provocatrice, quel qu'en soit le coût. Un coup d'État militaire devient possible si les officiers supérieurs concluent que l'approche de Díaz-Canel a échoué et qu'un gouvernement de transition pourrait obtenir un soutien international. Un gouvernement de transition dirigé par l'armée négocie avec Washington des libérations de prisonniers, des réformes constitutionnelles et des élections dans un délai défini en échange d'un allègement immédiat des sanctions et d'une aide humanitaire. Alternativement, une faction réformiste au sein du Parti communiste initie une ouverture graduelle similaire à celle du Vietnam ou de la Chine, mettant en œuvre des réformes de marché tout en maintenant le contrôle du parti. Si l'effondrement total du réseau déclenche des soulèvements populaires plus importants que ceux de juillet 2020 et la réponse du régime déterminera la trajectoire. Une répression violente pourrait accélérer la fracture des élites si les commandants militaires refusent l'ordre de tirer sur des foules massives. Quatrième scénario, intervention militaire des États-Unis. Si une décision de la Cour suprême compromet l'autorité sur les tarifs douaniers, l'administration passe à un blocus naval complet. L'US Navy empêche toutes les importations de pétrole, même en provenance de Russie ou de Chine, par la force. Alternativement, la catastrophe humanitaire crée une pression politique aux États-Unis pour une opération de sauvetage afin de protéger les civils, de livrer de l'aide et de garantir l'ordre. Moscou et Pékin forceront-ils le blocus en déployant des escortes navales pour les pétroliers vers Cuba? Accepteront-ils la domination hémisphérique américaine et limiteront-ils leur réponse à une condamnation diplomatique? Ces questions resteront sans réponse tant qu'elles n'auront pas été testées. Cela représenterait l'action militaire américaine la plus importante dans l'hémisphère occidental depuis le Panama en 1904-20 et la première confrontation directe avec un État hébergeant des infrastructures militaires russes depuis la guerre froide. Le centre de Lourdes, avec ses 400 à 500 membres du personnel russe, crée un risque de déclenchement. Cinquième scénario, intervention de grande puissance ou un accord de façade. Moscou et Pékin décident de faire de Cuba une démonstration de multipolarité défiant directement le contrôle hémisphérique américain en déployant des flottes de pétroliers et des escortes militaires pour livrer suffisamment de pétrole afin de stabiliser Cuba malgré les menaces américaines. C'est coûteux et risqué mais possible en tant que signal des grandes puissances.
Pendant ce temps, Trump accepte un accord de façade où Cuba fait des concessions symboliques. Trump les présente comme des victoires majeures, suspend les tarifs douaniers et déclare le succès. Les deux parties évitent des issues catastrophiques tout en préservant leurs intérêts fondamentaux. Cela exige que tous les acteurs majeurs changent de position simultanément. Un tel alignement semble improbable mais pas impossible. Le compte à rebours pétrolier se poursuit quelle que soit la voie qui s'ouvre. Ce que nous savons, c'est que Cuba ne peut pas maintenir ses opérations actuelles sans de nouveaux approvisionnements en pétrole. Ce que nous ne savons pas, c'est si le régime négociera, se fracturera, endurera ou sera renversé par une force extérieure. La crise de Cuba valide ce que l'effondrement du Venezuela a déjà démontré. Les modèles économiques fondés sur des subventions externes s'effondrent lorsque le protecteur disparaît. Que ce protecteur soit les prix mondiaux du pétrole, les subventions soviétiques ou les livraisons de pétrole d'un autre pays, n'a pas d'importance fondamentale. La dépendance crée une vulnérabilité fatale qu'aucun engagement idéologique ne peut surmonter. Le Venezuela disposait d'infrastructures pétrolières nationales qu'il pouvait théoriquement réactiver. La production s'est effondrée à cause de la corruption des sanctions et de la mauvaise gestion. Mais la ressource existe dans le sol. Cuba n'a pas d'équivalent. Elle ne produit pas de pétrole, n'a pas de réserve de gaz naturel et n'a pas d'exportation diversifiée génératrice de devises étrangères. La seule option de Cuba était d'importer du pétrole et lorsque les superpuissances de Caspers décident de couper l'approvisionnement, il n'y a pas de solution de repli. Pendant 25 ans, le pétrole subventionné du Venezuela a masqué l'urgence d'une réforme structurelle. Pourquoi développer des infrastructures solaires quand le pétrole arrive gratuitement ? Pourquoi restructurer les entreprises d'État quand les pertes sont couvertes par les revenus du pétrole revendu ? Pourquoi s'attaquer à l'effondrement agricole quand on peut importer de la nourriture avec des devises étrangères ? La dépendance était confortable jusqu'au 3 janvier 2026. Elle est alors devenue mortelle. La leçon, les subventions qui empêchent la douleur empêchent aussi l'adaptation. Lorsqu'elle s'arrête, le patient découvre que la maladie était terminale depuis le début. La Russie et la Chine condamnent toutes deux le blocus comme étant illégal au regard de la charte de l'ONU. Toutes deux ont promis solidarité et soutien, présentant la pression américaine comme un excès unilatéral. Pourtant, toutes deux n'ont fourni qu'une aide symbolique insuffisante pour empêcher l'effondrement de Cuba. La Russie a envoyé 100 000 tonnes de pétrole en janvier, 20 jours de consommation. La Chine a envoyé 80 millions de dollars et 60 000 tonnes de riz. Ce n'est pas trivial, mais ce n'est pas décisif. La Russie est contrainte par la guerre en Ukraine. La Chine n'est pas disposée à défier la domination américaine dans l'hémisphère occidental lorsqu'elle risque des représailles économiques plus larges. Les deux accordent une valeur à Cuba en tant que signal géopolitique, le centre russe de Lourdes et les projets d'infrastructure de la Chine, mais aucune ne lui accorde assez de valeur pour déployer des flottes de pétroliers à travers une interdiction navale américaine. Tandis que les analystes ébauchent des scénarios et que les diplomates publient des déclarations. 11 millions de Cubains font face à la cascade coupure de courant de 26 heures. Annulation de chirurgie, défaillance de l'approvisionnement en eau, prix alimentaires dépassant les salaires, maladies se propageant sans traitement et immigration de masse. Les grandes puissances poursuivent des intérêts concurrents. L'administration Trump teste si un siège économique peut forcer un changement de régime sans invasion. La Russie et la Chine signalent une présence hémisphérique tout en évitant la confrontation. Le Mexique navigue entre des choix impossibles entre solidarité et survie économique. Le régime cubain présente la résistance comme un devoir révolutionnaire. Les Cubains ordinaires, qui n'ont pas choisi la dépendance vis-à-vis du Venezuela ni conçu le modèle économique, subissent les conséquences de décisions prises par les élites à La Havane, Washington, Moscou et Pékin. Nous ne savons pas si le régime peut négocier. Díaz-Canel affirme que le dialogue est possible. Trump prétend qu'un accord est imminent. D'autres sources indiquent que les discussions de fond n'ont pas commencé. Rubio pourrait bloquer les négociations. L'écart entre les messages publics et les contacts diplomatiques réels reste opaque, et cet écart détermine s'il existe une porte de sortie ou une accélération vers l'effondrement. La cohésion des élites en cas de défaillance totale du système n'a pas été testée. Si le régime ne peut plus approvisionner ses forces de l'ordre, l'unité se fracturera-t-elle ?
La réponse déterminera si Cuba fera face à une transition gérée, un coup d'État militaire, une fragmentation chaotique ou un contrôle autoritaire continu. D'ici mars, nous aurons des réponses. Cuba trouvera une bouée de sauvetage, négociera une sortie, s'effondrera de l'intérieur ou fera face à une intervention extérieure. Les inconnus se résoudront par les événements, non par l'analyse. Nous sommes à la mi-février 2026. Les réserves de pétrole de Cuba ont probablement atteint des niveaux critiques. Le réseau fonctionne de manière sporadique. La partie d'échec géopolitique se poursuit et la question demeure: 11 millions de personnes peuvent-elles survivre pendant que les grandes puissances décident de ce qu'il adviendra de leur île? Le verdict n'est pas encore tombé, mais le compte à rebours pétrolier continue. Si cette histoire change votre vision de l'équilibre fragile du pouvoir mondial et du coût humain des échecs géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire et les événements actuels que certains préféreraient garder enfouis. Semons ensemble les graines de la compréhension pour l'avenir. Le prochain chapitre de cette enquête s'ouvrira bientôt.